bonjour à tous. Donc, merci au salon de nous avoir permis de faire cette présentation donc, sur le granulé dans le collectif tertiaire industriel. Donc, tout d'abord, donc, je suis Éric Vial de l'association Propolet, que je décris rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Propolet, on est l'association du chauffage au granulé de bois sur toute la France, avec un certain nombre de professionnels qui sont membres de notre association, tous les professionnels qui sont susceptibles de toucher ou d'être intéressés par le chauffage à granulés de bois, producteurs, distributeurs, fabricants d'appareils, installateurs, bureaux d'études et compagnie. Et on a 4 grandes missions qui sont fédérer, structurer et animer la filière, assurer le rôle d'observatoire économique, prix, production, nombre d'installations, ainsi de suite. Améliorer la qualité, donc on fait la promotion des différents systèmes de qualité qui tournent autour de la filière granulée. Et former et communiquer. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui un petit peu. Je vais laisser la parole à mon partenaire Stéphane, donc notre partenaire de cette étude, Stéphane du CIB, pour présenter le CIB. Et on attaquera après la présentation de cette étude. Merci Eric. Donc Stéphane Cousin, conseiller technique au CIB. Donc le CIB, c'est le comité interprofessionnel du bois énergie qui vise à rassembler en fait les acteurs du chauffage collectif et industriel au bois. Bon, c'est de l'ordre de 150 adhérents. Son objectif, c'est de pouvoir professionnaliser la filière, les pratiques, d'établir les règles de l'art, former aussi, pour connaître des professionnels et de promouvoir en fin de compte les chaufferies de collective et industrielle, donc d'une certaine puissance. Pour faire ces travaux, le CIB s'appuie sur 4 commissions qui balayent l'ensemble de la filière, depuis l'approvisionnement en combustible, les aspects techniques, technologiques liés à la conception, réalisation, exploitation des chaufferies, les aspects juridiques, financiers et fiscaux également sur les installations, les montages de projets, et la commission animation qui vise à réunir les animateurs bois énergie qui sensibilisent les acteurs, les maîtres d'ouvrage potentiels au bois énergie. Donc, l'intervention va se dérouler en 3 parties, bon, 2 grandes parties. Une petite première partie préambule pour vous présenter, effectivement, Eric a parlé d'études, donc effectivement vous présenter un peu le contexte de cette étude, et ensuite faire un état des lieux de la filière granulée de bois en France et l'articulation des usages entre granulés et plaquettes pour les chaufferies biomasse en collective industrielle. On a pris le parti pris en fin de compte de présenter les granulés dans cette intervention, pas de présenter les plaquettes parce qu'on considère que c'est un combustible usuel et que dans quasiment, je pense, beaucoup de personnes qui sont sensibilisées au chauffage collectif industriel connaissent bien les plaquettes. Par contre, les granulés, c'est peut-être plus spécifique, donc on vise à faire un petit point sur ce combustible en particulier. Et donc, pour l'articulation des usages entre granulés et plaquettes, on distinguera les chaufferies dédiées et les réseaux de chaleur. Donc, en préambule, l'idée, c'était de mieux connaître pour mieux accompagner, parce que le constat qui est fait sur les chaufferies collectives industrielles, c'est que, justement, comme je vous le disais, on connaît surtout celles qui fonctionnent avec des plaquettes ou des broyats, enfin des combustibles bois déchiquetés, de type bois déchiqueté, et nettement moins bien quand même les chaufferies qui fonctionnent au granulé, chaufferies collectives industrielles, on rappelle, donc au granulé, alors qu'en fait, elles sont quand même présentes en grand nombre. C'est de l'ordre Eric vous présentera tout à l'heure, mais c'est de l'ordre de 20% des installations des chaufferies collectives industrielles en nombre. Par contre, en termes de consommation de combustible et de puissance cumulée, c'est nettement plus faible, c'est de l'ordre de 2%. Donc en fait, on ne les connaissait pas forcément très bien, et donc le souhait de la filière, c'était de mieux connaître ces chaufferies pour accompagner leur développement. Pour ça, il y a une action qui a été faite, donc une étude qui a été réalisée, financée par l'ADEME et France Bois Forêt, portée par Propellet et réalisée donc par Propellet, le CIB et le CIB-BGB, le Syndicat national des producteurs de granulés de bois, avec pour objectif de faire un état des lieux de la production des marchés des granulés de bois en France, d'identifier aussi les installations collectives et tertiaires industrielles qui utilisent ces granulés et de mieux connaître la logique qui vise en fait à leur réalisation. Et enfin, de faire une série de simulations pour estimer les zones de pertinence économique des installations granulées, plaquettes, au regard
il y a des installations énergie fossile de référence. Voilà, alors je prends le relais sur la partie granulés purs, donc pour vous faire un état des lieux de la filière granulés de bois en France. Ouais, j'ai pas la main, Stéphane. Normalement, tu as la main. Si tu cliques sur... mais sinon, je peux passer les diapos si tu préfères, mais si tu cliques sur... Ouais, bah là, ça marche pas comme tout à l'heure. J'arrive pas, je clique comme tout à l'heure et ça marche pas. Bon, bah, écoute, je reprends le contrôle dans ce cas-là. Puis... Ouais, vas-y. Ouais. Donc, rapidement, donc, sur la production, donc, vous avez la carte qui fait apparaître les différents sites de production en France. Donc, on a une production bien répartie avec ces environ 60 sites. Hein. On a fait, en 2019, on avait 1,6 million de production. Cette année, on est plutôt à 1,8 million. Cette année 2020, on a des tailles très différentes entre les différentes usines, mais le gros du volume est fait à 90% par les usines qui font plus de 10 000 tonnes. C'est une filière qui s'est développée rapidement hein, depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui croît, comme on le met ici, d'un peu plus de 100 000 tonnes, 125 000 tonnes par an. Voilà. Après, voilà. Donc, en termes de production de consommation, ce qui est intéressant de noter, c'est, donc vous avez sur le graphique en rouge la production et en bleu la consommation. On a toujours une production et une consommation qui sont très proches l'une de l'autre. Alors, suivant les années, l'un est plus et l'autre moins, suivant l'arrivée aussi de nouvelles usines. Mais globalement, on est vraiment sur cette logique d'autosuffisance en France sur le granulé. Alors, il y a une variable d'ajustement qui vient s'ajouter là-dessus, qui est l'import et l'export, puisque les producteurs ne peuvent pas stocker tout ce qu'ils produisent en cours d'année et qui n'est pas nécessairement consommé tout de suite, puisque quand on produit en été, ce n'est pas consommé. Donc, ils ont aussi une volonté d'exporter. Et donc, ils exportent toute l'année, notamment chez nos amis italiens qui consomment 2 fois plus de granulés que nous et qui absorbe du granulé toute l'année. Et donc là, cet import est compensé par l'export. Et puis, ponctuellement, l'export peut être un peu plus faible que l'import et vice-versa. Voilà, les pays d'origine, hein, comme c'est marqué ici, on est essentiellement de l'import de Belgique et d'Allemagne, ponctuellement d'Espagne, et très rarement des pays du nord de l'Europe. Et puis l'exportation, j'en ai parlé. Voilà, donc si tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, l'origine de la matière première pour faire du granulé, hein, il faut être très clair là-dessus. La majorité, l'immense majorité aujourd'hui, qui est 90 à 95%, c'est des connexes de scierie. Hein, donc, que ce soit de la sciure ou des copeaux, voire des chutes de type d'os de bois. Et c'est essentiellement du résineux, donc, parce que évidemment les scieries travaillent essentiellement du résineux aujourd'hui, hein, donc c'est pas nouveau. Donc, cette matière première qui est utilisée, qui vient donc des scieries, a tendance à augmenter là, depuis quelques temps, notamment par le fait que certaines industries qui en consommaient beaucoup, comme les panneaux, passent beaucoup sur du bois recyclé maintenant. On a aussi malheureusement quelques usines de pâte à papier qui ferment ou qui baissent leur activité. Donc ça allège en fait le besoin ça augmente le besoin, la capacité de Connex pour l'industrie du granulé. Et puis là, avec l'Aéro 2020 qui va soutenir beaucoup le construction bois, on va se retrouver avec beaucoup plus de Connex de scierie du fait de l'usage de bois en construction. Pour la petite histoire, 50% pratiquement de ce qui rentre dans une scierie ressort sous forme de connexe et n'est pas directement du bois construction, c'est entre guillemets du déchet. Bon, on ne parle plus de déchets, mais c'est du déchet. Et il y a une industrie, une ressource qui monte aussi progressivement, qui est les connexes de l'exploitation forestière, donc du rondin. Donc là, on retombe pile sur la matière première qu'éventuellement la plaquette peut utiliser, hein, puisque la plaquette forestière est 100% quasiment issue de ces produits-là. Et bien là, c'est un autre volet pour le granulé cette fois, et qui est majoritairement du feuillu, et qui va être utilisé pour faire du granulé. Donc encore une fois, c'est une toute petite partie aujourd'hui, hein, c'est l'ordre de 5% du marché. Après, les caractéristiques du granulé. Donc là, le petit tableau répertorie les différentes caractéristiques du granulé. Je m'intéresserai à deux qui découlent l'une de l'autre. Hein. Le taux d'humidité inférieur à 10, qui caractérise quand même beaucoup le granulé, que ce soit dans le domestique que dans le collectif.
dans le domestique par rapport à la bûche qui est au moins à 20-25% d'humidité et dans le collectif par rapport à la plaquette qui est aussi dans des niveaux élevés. D'où un pouvoir calorifique qui est la colonne où on voit 4600 kWh par tonne, d'où un pouvoir calorifique élevé qui fait l'intérêt du granulé. Bon, je ne m'attarderai pas sur les autres caractéristiques. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a 3 grands dossiers, on va dire. Le granulé d'origine, à destination résidentielle collectif, petit collectif, le granulé à destination du collectif grosse puissance, on va dire, la catégorie B, et l'industriel. Et on va voir après, justement, qu'en France, c'est la catégorie A1 on va dire, qui domine, mais qui est exclusive quasiment, puisque on utilise que de la qualité premium pour diverses raisons. Mais la première, c'est que les usines ne peuvent pas non plus avoir plusieurs. C'est difficile de gérer plusieurs produits, tout comme les distributeurs. On est quand même sur une énergie qui est récente, donc on n'a pas encore suffisamment de volume pour justifier de monter plusieurs niveaux de stock pour différents produits. Et puis, donc la qualité industrielle qui est, on pourrait dire, le I1 ou le I2, en différence par rapport au A1 et A2 et B, qui, elle, n'est pas utilisée ou très peu en France, et exclusivement sur un site qui est le site de la compagnie de chauffage urbain de Paris, donc la CPCU, qui consomme plusieurs milliers de tonnes de ce produit-là, mais c'est le seul lieu où on utilise ce produit-là, et c'est de l'import. Donc, comme j'évoquais, donc on est sur du granulé qui est essentiellement résineux, donc pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, le fait que c'est du connexe de scierie et que les scieries travaillent essentiellement du résineux. Le feuillu existe quand même, hein, mais bon, c'est pas des gros volumes. Il y a une usine qui produit quand même près de 60 à 70% de son volume est fait de feuillu, mais c'est un mix avec du résineux, donc on a très peu d'usines qui font 100%, il y en a peut-être une ou deux en résineux, et c'est des toutes petites tailles, ce n'est pas des usines de plus de 10 000 tonnes. Et puis à côté de ça, le granulé est certifié, puisqu'il faut quand même valider la qualité du granulé auprès des clients. Et donc là, sur ce point-là, ce qu'il faut bien différencier, c'est la norme et la certification. La norme, elle donne les références qualité, et la certification, elle va garantir que le producteur produit selon ces références-là. Et donc les 3 qui sont sur le marché, c'est NF Biocombustible, DIN+, et EN+, que vous avez peut-être dû voir dans les magasins sur les sacs. Et après, il y a une petite quantité de producteurs qui ne sont pas certifiés, mais ça, c'est des petits qui n'ont pas nécessairement la nécessité de se certifier et qui produisent la qualité qui peut être bonne, comme peut-être moins bonne, mais on n'en entend pas parler aujourd'hui. Donc ça s'est sensiblement amélioré de ce côté-là aussi. Les débouchés du granulé, donc le domestique, c'est 95% du marché, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que Stéphane évoquait. On a un gros volume dans le domestique, qui a connu une forte croissance depuis maintenant une quinzaine d'années, et qui représente plus d'1,2 million de foyers, de ménages en France maintenant, avec différents types d'appareils que sont les poêles ou les chaudières. Donc on voit l'évolution des ventes de poêles en bleu et des chaudières en rouge. Alors le poêle est arrivé à un plateau là récemment, et encore l'année dernière, en 2020, on est sur les mêmes chiffres que 2019. La chaudière, du fait de la sortie des aides du fioul, pour le fioul, a vu quand même une croissance importante. On a doublé en 2019. L'année dernière, on était stable en 2020. Et cette année, on est reparti sur des chiffres importants. Donc, on voit que le poêle est plus important en termes de nombre d'appareils. En termes de volume d'énergie, il est toujours plus important aussi, mais ce n'est pas les mêmes rapports qu'entre les nombres d'appareils, comme on peut le voir sur le graphique. Voilà. Je crois qu'on est... Voilà, s'il est débouché du granulé, pardon, dans le collectif, évidemment, le sujet important de la journée. Donc, on a, comme disait Stéphane, à peu près 1200 chaufferies collectives. Donc, on estime c'est celles qui sont à plus de 50 kW de production d'énergie. Et donc, le granulé est quand même, et c'est ce que l'étude a démontré, que l'immense majorité des applications du granulé dans le tertiaire collectif et industriel, c'est pour des petites puissances, c'est-à-dire du moins de 300 kW, de par sa souplesse et aussi du fait de son coût qui est au kilowattheure un peu plus élevé que celui de la plaquette. Et donc, plus on en consomme, plus on consomme d'énergie, moins le granulé est compétitif. Donc voilà, c'est pour cette raison. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que Stéphane disait tout à l'heure, mais par contre, la consommation, on voit que c'est petit. On a vu tout à l'heure qu'on avait une consommation d'environ 1 800 000 tonnes en 2019.
et il n'y a que 70 000 tonnes en 2019 qui étaient parties sur le collectif tertiaire industriel. Voilà. Voilà pour l'état de la filière. Je laisse la main à Stéphane pour la suite. Merci Eric. Donc, comme vous venez de le voir, en fin de compte, le granulé de bois dans les débouchés pour les granulés, l'aspect collectif industriel ne concerne que de l'ordre de 5, à peine 5% du débouché, et du côté collectif industriel, les granulés ne correspondent qu'à 2% de l'énergie en entrée chaudière. Donc pour ces raisons, il y avait des lacunes dans la connaissance des logiques qui président en fait à la réalisation des chaufferies collectives et industrielles, puisque ni du côté granulé ni du côté chaufferie collective industrielle, on avait vraiment creusé tous ces aspects-là. Donc maintenant, je vais vous présenter effectivement les résultats majeurs de cette étude qui a été menée. Donc, tout d'abord, dans le cadre de la logique qui préside à la réalisation des chaufferies dédiées. Là, le gros de la présentation, ça va être sur les chaufferies dédiées. Vous verrez juste deux diapositives à la fin qui concernent les réseaux de chaleur. Le gros de la présentation, ça va être sur les chaufferies dédiées. Donc, les maîtres d'ouvrage, bien souvent, ont le souhait que du bois énergie soit utilisé. C'est pas le souhait du maître d'ouvrage, bien souvent, de dire « je veux du granulé ». Ou je veux de la plaquette, c'est je souhaite que du bois soit utilisé. Il peut éventuellement avoir le souhait que ce soit du bois local sur sa commune qui soit utilisé, donc plutôt dans ce cas-là de la plaquette forestière ou de la plaquette bocagère, pardon, mais ça peut aussi être éventuellement du granulé s'il y a un producteur de granulé localement. Donc à partir de là, ce sont les animateurs bois énergie et les ingénieurs de bureaux d'études, en fin de compte, qui regardent les deux combustibles en parallèle pour savoir lequel est le plus adapté à la situation. Alors, bon, comme le disait Eric, effectivement, il y a une question de puissance. On sait qu'au-delà d'une certaine puissance, par exemple, les granulés vont être trop chers, enfin, le coût de la chaleur produite à partir de granulés va être trop cher, et donc on regarde que la solution plaquette. Et inversement, en deçà d'une certaine puissance, les plaquettes vont générer un coût d'investissement trop élevé, ce qui fait que ce sont les granulés qui vont passer. Mais dans une plage de puissance intermédiaire, qui dépend, dont les puissances en fait limites dépendent d'un certain nombre d'éléments, les deux solutions, plaquettes et granulés, peuvent être envisagées a priori. Le bois énergie, donc là, c'est quel que soit le granulé, enfin le combustible, granulé ou plaquette, le bois énergie est mis en parallèle d'une énergie de référence qui est une énergie fossile la quasi-totalité du temps, donc gaz naturel, fioul domestique ou propane. Et il y a un constat donc, qui est fait, c'est que pour les chaufferies dédiées, en fin de compte, dans les secteurs desservis par le gaz naturel, la compétitivité du bois est relativement difficile à assurer, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de chaufferies dédiées granulées ou plaquettes dans les zones desservies par le gaz naturel. Par contre, face au fioul domestique ou au propane, les installations sont compétitives. Et donc là, on peut voir fleurir un certain nombre d'installations plaquettes et granulées, notamment donc, plus peut-être en milieu rural, en fait, du moins là où les énergies fossiles, fuel et propane sont, parce que bien souvent le gaz naturel n'est pas. La comparaison, donc je vous disais a priori, dans la plage de puissance concernée, les deux combustibles peuvent être utilisés. Il y a quand même deux éléments qui sont à regarder d'une manière très, très attentive, parce que là, ces deux éléments, orienter, d'orienter le choix en imposant, en fin de compte, le recours au granulé. Le premier critère, c'est la superficie du site qui est pressentie pour accueillir la chaufferie. Une chaudière plaquette, en fin de compte, est adossée à un silo qui requiert un certain volume. La chaudière granulée, évidemment, aussi est adossée à un silo, mais comme le disait Eric tout à l'heure, la densité énergétique du granulé est nettement supérieure à celle de la plaquette, ce qui fait que pour une même quantité d'énergie utilisée annuellement, il y a besoin d'une quantité moindre de stockage, et donc d'un volume et d'une superficie moindre pour le stockage. Donc, si la superficie du site est trop faible, il y a de fortes chances que les plaquettes ne pourront pas être utilisées dès lors que le silo ne pourra pas être intégré sur le site. Donc là, le granulé permettra d'avoir un silo plus petit.
Et il y a aussi l'accessibilité du site au camion de livraison, puisque la plupart du temps, les plaquettes nécessitent l'arrivée du camion juste au bord du silo pour pouvoir décharger les plaquettes dans le silo. Et si le camion ne peut pas accéder au silo, c'est très, très compliqué en fin de compte de pouvoir accéder au silo, il vaut peut-être mieux, soit on n'a pas le choix, soit il vaut mieux réfléchir à une solution de livraison déportée par voie pneumatique. Et là, c'est surtout les granulés, en fin de compte, qui vont être utilisés, puisque les plaquettes livrées par voie pneumatique, ça peut se faire, certes, mais c'est quand même assez rare. Il y a deux autres critères qui peuvent aussi orienter le choix. Ce sont mais qui ne sont pas aussi rédhibitoires que les deux précédents, les moyens techniques ou financiers pour l'exploitation de l'installation. Une installation granulée est plus facile à exploiter qu'une installation en plaquette. Donc, il est possible que le personnel, par exemple, du maître d'ouvrage, puisse exploiter une chaudière granulée, mais n'ait pas forcément les compétences pour pour exploiter une chaudière plaquette. Donc, ça peut orienter le choix. Néanmoins, il est tout à fait possible aussi de faire appel à des exploitants professionnels et de ne pas forcément avoir recours au personnel du maître d'ouvrage. Donc là, dans ce cas-là, les exploitants professionnels peuvent agir sur de la plaquette comme sur du granulé. Et il y a aussi l'éventuelle analyse en coût différencié, investissement, fonctionnement. Les budgets, les maîtres d'ouvrage qui réfléchissent avec un budget investissement d'une part, un budget fonctionnement d'autre part, peuvent aussi orienter le choix en fonction des règles qui sont les leurs, puisque les installations plaquettes vont être plus onéreuses à l'investissement et moins onéreuses au fonctionnement, et donc pour les granulés, inversement, moins onéreuses à l'investissement et plus onéreuses au fonctionnement, l'une par rapport à l'autre. Mais l'arbitre, en fin de compte, très souvent, ça reste l'analyse économique et en coût global qui vise donc à intégrer l'ensemble des coûts de la chaleur qui est produite. Donc, que ce soit les coûts de combustible, les coûts d'exploitation d'entretien courant, de provision pour gros entretiens renouvellement et de financement d'installation, déduction faite des aides, des subventions reçues. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir la décomposition du coût global de la chaleur pour l'énergie fossile à gauche, le granulé de bois au milieu et la plaquette de bois à droite. Donc, il y a des éléments qui sont frappants, c'est que pour l'énergie fossile, le poids du combustible fossile représente la très grosse part de la facture, donc 80-90% de la facture. Alors que sur la plaquette bois, le combustible bois lui-même ne représente qu'un tiers, grosso modo, de la facture. Un combustible fossile qui est utilisé en appoint, que ce soit du gaz naturel ou du fioul domestique, qui représente, lui, 16%, 16-15%. Donc, le coût du combustible globalement, bois plus appoint, ça représente 50%. Par contre, pour les plaquettes, le coût d'investissement, le coût du financement est prépondérant, ainsi que le coût de l'exploitation, contrairement à l'énergie fossile, où là, on voit ces pourcentages qui sont très faibles. Et il se trouve que la solution granulée de bois est intermédiaire entre les deux. Donc là aussi, on voit bien que ça reflète ce que je disais par rapport à l'investissement-fonctionnement. Si il y a plus d'investissement et moins de fonctionnement, et que du coup, pour amortir le même investissement, on peut utiliser plus d'énergie, enfin, il y a besoin de plus d'énergie, à l'usage, ce sera donc la plaquette qui sera moins onéreuse, globalement, sur le coût de la chaleur produite. Et par contre, s'il y a besoin de relativement peu d'énergie, donc un combustible plus onéreux que la plaquette peut faire l'affaire quand même sur l'année, et le granulé peut trouver sa place dans ce cas-là. Et c'est cette notion, enfin le point de partage entre guillemets entre le granulé et la plaquette, c'est cette notion d'intermittence qui va vraiment faire pencher la balance. Par intermittence, il faut entendre en fin de compte l'usage, enfin la prise en compte des variations sur l'ensemble de la saison de chauffe, mais pas les variations d'appel de puissance au cours d'une même journée, où là, que ce soit pour les plaquettes granulées, une solution d'hydroaccumulation peut permettre de pallier ces différents appels de puissance. Par contre, c'est sur la semaine ou la saison, enfin l'année, en fin de compte. Si on regarde par exemple un ensemble de logements collectifs, il va falloir chauffer tous les jours de la saison de chauffe
que ce soit la semaine, le week-end, avec une température différente la journée et la nuit peut-être. Mais par contre, une école, il n'y aura pas besoin de chauffer, ou du moins de chauffer au même niveau de température le week-end, pendant les vacances scolaires, la nuit évidemment. Donc, c'est cette notion d'intermittence qui est à prendre en considération, et ça va faire appel du coup pour une même puissance installée, une chaudière pour une même puissance installée par exemple dans une école ou dans des logements collectifs ou dans une maison de retraite, ne va pas avoir associé la même quantité d'énergie produite chaque année. Donc, plus la quantité d'énergie produite est grande, plus le combustible qui a le coût d'achat le plus bas va être intéressant. Donc, plus on va aller vers des maisons de retraite, par exemple, plus on va avoir un intérêt à utiliser de la plaquette plutôt que du granulé. Moins assez rapidement, on va se trouver dans cette situation-là. Pour des établissements tertiaires ou scolaires, par exemple, là, la puissance jusqu'à laquelle on peut utiliser des granulés va être plus élevée parce qu'en fin de compte, la consommation de combustible associée à une puissance donnée va être moins importante que dans le cadre d'une maison de retraite pour une même puissance. Donc, cette notion d'intermittence, en fait, on peut l'appréhender en divisant la quantité d'énergie, la quantité de chaleur produite annuellement par la puissance de la chaudière bois. Et on se rend compte, en fait, que la majorité des installations granulées ont une puissance inférieure à 150-200 kW. Bon, certaines peuvent aller jusqu'à 400 ou 500 kW. Je dirais que c'est vraiment la plage la plus grande, en fait, enfin, là où on retrouve la quasi-totalité des installations granulées. Il peut y avoir des cas particuliers d'installations avec des puissances supérieures, mais ça reste assez marginal. Et comme je vous disais, la pertinence des installations granulées par rapport aux plaquettes augmente avec l'intermittence d'usage des bâtiments. Typiquement, ce sera plus intéressant d'avoir, par ordre d'intérêt décroissant pour les granulés, l'installation tertiaire et enseignement, secteur tertiaire, secteur enseignement, puis secteur logement collectif, puis secteur sanitaire social, type maison de retraite. Donc l'étude a permis d'élaborer un logigramme qui permet de voir avec un certain nombre de critères, de paramètres, si c'est la plaquette ou le granulé qui semble a priori les plus intéressants. Ça ne dispense pas d'une analyse, enfin, d'une étude plus fouillée en fonction des caractéristiques propres au projet. Les chiffres qui sont mentionnés, notamment le nombre de lits à chauffer, le nombre de logements à chauffer et les mégawattheures associés, dépendent d'un certain nombre de paramètres, et notamment du climat, de la zone climatique, de la rigueur climatique, également aussi du degré d'isolation du bâti. Donc c'est à prendre avec quand même un certain nombre de réserves et pas appliquer forcément sans adapter au cas. Donc le fractionnement de puissance en plusieurs chaudières peut être courant pour des installations au granulé, puisque la puissance minimale autorisée en fonctionnement avec un bon rendement est plus faible du coup que pour une chaudière unique. En fin de compte, une chaudière granulée peut fonctionner jusqu'à 10-15% de sa puissance nominale, tout en gardant des bons rendements. Pour une chaudière plaquette, par exemple, c'est plutôt de l'ordre de 20, 25, 30%, ça dépendra des fabricants, et de l'ordre de 25%. Donc le granulé présente aussi cet intérêt, cet avantage par rapport à la plaquette, de pouvoir moduler plus pour une chaudière d'une même puissance. Avec le granulé, on peut aussi envisager de satisfaire en fin de compte une plus grande part des besoins thermiques. Déjà, comme je viens de le dire, avec cette modulation de puissance qui est plus importante, en quelque sorte, il y a une utilisation plus longue possible de l'énergie bois avec le granulé. Et en plus, la disponibilité des installations est quand même un peu supérieure à celle des plaquettes. Le combustible étant homogène, il y a moins de soucis. Par exemple, il n'y a pas de problème d'alimentation, alors que pour la plaquette, il peut très bien y avoir à un moment donné des plaquettes qui coincent un peu dans le système d'alimentation. Donc, c'est des éléments qui peuvent aussi permettre d'utiliser moins d'énergie fossile en appoint quand on utilise du granulé que par rapport à la plaquette. Par contre, on peut aussi envisager d'aller jusqu'à 100% de la chaleur fournie avec les granulés. Néanmoins, il faut voir que dans ce cas-là, il faut que les chaudières granulées aient la puissance totale nécessaire pour passer les jours les plus froids. Donc, il y a quand même un investissement qui est à consentir, et cet investissement peut être assez conséquent pour satisfaire juste les 10% d'énergie manquante, par exemple, qui serait assurée autrement par l'énergie fossile.
Donc, l'étude a permis aussi de faire un certain nombre de simulations. Juste quelques mots. Elles ont été réalisées en coût global donc, pour les 3 énergies considérées, combustibles fossiles, plaquettes et granulés, avec pour objectif de déterminer les zones de compétitivité du bois et, dans cette zone de compétitivité du bois, de dissocier plaquettes et granulés également. Et donc, 4 situations ont été distinguées selon l'intermittence d'usage, donc le nombre d'heures de fonctionnement équivalent en pleine puissance de la chaudière. Donc, les situations en fait, que je vous ai citées tout à l'heure, et la possibilité ou non de se faire rembourser la TVA. Donc, en fin de compte, c'est le secteur sanitaire social, le secteur résidentiel collectif, le secteur de l'enseignement et le secteur tertiaire qui ont été considérés avec, bon, vous le voyez, des nombres d'heures équivalents de pleine puissance qui vont en décroissant. Et donc, a priori, le résultat devrait être que c'est plus intéressant de faire intervenir, d'utiliser du granulé que de la plaquette en secteur tertiaire, par exemple, que pour le secteur sanitaire et social, du moins pour une puissance au-delà d'une certaine puissance. Le secteur sanitaire et social aura plutôt tendance à utiliser des plaquettes. Donc, les résultats des simulations sont conformes à ce qui est observé sur le terrain, c'est plutôt bon signe. Ça apporte des précisions quand même sur l'articulation des usages entre granulés et plaquettes, et comme je vous le disais, il faut toujours adapter au cas considéré, et pas partir uniquement sur la base de ratios, notamment sur la base des simulations qui sont menées dans le cadre de cette étude. Donc voilà là une illustration graphique des simulations, des résultats des simulations qui peuvent être trouvés dans l'étude, dans le cadre de logements collectifs. En haut, ce sont des graphiques qui sont assez intuitifs dans le sens où il y a des besoins en abscisse, ce sont les besoins en mégawattheure utiles qui vont croissant donc de la gauche vers la droite, et en ordonnée, c'est le coût de la chaleur en euros TTC par mégawattheure utile. Donc, on voit que donc, les couleurs sont les 3 types de combustibles. Le bleu, c'est les combustibles fossiles, et le marron foncé, les plaquettes, et le marron orangé, les granulés. Donc, on voit bien que y a des moments où les courbes se croisent, et à gauche, donc c'est le gaz naturel, à droite, c'est le fuel domestique. La compétitivité, comme je vous le disais au début, est quand même beaucoup plus difficile à avoir dans le cadre du gaz naturel que dans le cadre du fuel domestique, où les plaquettes et les granulés sont systématiquement en dessous du coût de chaleur du fuel, issu du fuel. Le graphique du dessous, lui, est peut-être un peu moins intuitif, mais c'est comment dire, en abscisse, c'est la même chose, ce sont les besoins en mégawattheure utile. Par contre, en ordonnée, c'est le prix de l'énergie fossile. Donc, en fin de compte, par exemple, pour regarder d'un point de vue schématique, vous avez les ronds verts, les ronds et les droites vertes qui permettent de situer un peu par rapport à l'énergie fossile. À gauche, le gaz naturel, il est dans les énergies fossiles à bas prix, aux alentours de 55 € par mégawattheure PCI. Et à droite, donc, le fuel et le propane sont plutôt plus élevés, et le fuel en particulier, donc aux alentours de 95 € par mégawattheure PCI. Et ce que l'on voit, en fin de compte, c'est que l'énergie fossile est quand même assez rarement compétitive dès lors qu'on augmente dans son prix, ce qui fait que c'est le gaz naturel qui est plus problématique pour la compétitivité du bois. La différence entre plaquettes et granulés, elle s'observe d'une part en fonction de... Bon, il y a quand même une grande... on voit bien un carré tout à droite qui est que sur la plaquette. En fait, c'est tout ce qui peut permettre l'accès au fond chaleur, bien souvent, là. Le fond chaleur, donc la quantité d'énergie nécessaire pour accéder au fond chaleur, donc est suffisamment élevée pour que, globalement, dans ces installations, le granulé ne soit pas compétitif. Pour les installations de plus petite taille, par contre, les granulés peuvent être très compétitifs. Ils le sont d'autant plus que l'énergie fossile utilisée est plus chère. Parce qu'en fin de compte, je rappelle que dans les simulations, il y a une énergie fossile d'appoint qui est utilisée en plus grande quantité quand ce sont les plaquettes que quand c'est le granulé, puisque les plaquettes ne sont pas aussi flexibles, ne présentent pas une disponibilité aussi importante que les granulés, et donc nécessitent le recours à une quantité plus importante d'énergie fossile en appoint. Donc, plus le prix de cette énergie fossile augmente, plus le granulé se positionne est compétitif en fait par rapport à la plaquette, y compris quand on augmente les besoins en mégawattheure utile.
Donc voilà pour les chaufferies dédiées. Et quelques mots sur les réseaux de chaleur. Donc les réseaux de chaleur au sens juridique, donc c'est-à-dire qui desservent plusieurs abonnés distincts avec vente de chaleur. Donc ces réseaux de chaleur qui utilisent des granulés sont des situations qui sont assez rares. Il y a 3 grandes situations qui sont rencontrées. Les granulés en remplacement du charbon, des granulés en appoint d'une chaudière plaquette et des granulés en base du réseau de chaleur. Dans le cadre du remplacement du charbon, les puissances en jeu sont importantes. En fait, ce sont des gros réseaux de chaleur qui utilisaient du charbon, qui avaient des installations charbon d'une puissance assez élevée. Donc, le granulé visant à remplacer ces installations, lui aussi, va nécessiter des puissances installées élevées. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peu d'installations dédiées supérieures à 500 kW. Les plus grosses installations granulées qu'on rencontre, ce sont des installations sur réseau de chaleur et qui remplacent du charbon. Le granulé peut être utilisé en appoint, est utilisé en appoint des énergies principales, mais parmi celles-ci, il peut y avoir des plaquettes. Par exemple, sur le réseau de chaleur de Montpellier, il y a des plaquettes utilisées en base sur le réseau et des granulés qui sont utilisés en appoint en remplacement du charbon. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles les granulés sont choisis de préférence aux plaquettes. C'est que la granulométrie des granulés, donc en fait, est relativement proche de celle qui était utilisée pour le charbon. Donc, ça permet de changer de combustible et de passer à la biomasse sans faire d'investissement trop important. Et l'autre élément, c'est la place disponible en centre-ville, pour laquelle donc, il n'y a pas forcément de superficie nécessaire pour stocker des plaquettes en quantité suffisamment importante ou d'assurer un balai de camion qui permettra de remplir un silo avec des plaquettes qui est potentiellement trop important potentiellement par rapport aux camions qui seront nécessaires pour fournir les granulés. Donc là, je vous le redis, c'est la même chose que pour les chaufferies dédiées, c'est que le silo, il dépense, la taille du silo est intimement liée au contenu énergétique volumique du combustible. Donc les granulés, à ce jeu-là, sont gagnants. Le deuxième grand type, c'est donc des chaudières granulées installées en appoint d'une chaudière plaquette, dans 2 situations, soit dès l'origine du projet, et dans ce cas-là, c'est souvent parce que la ville n'est pas desservie par le gaz naturel, puisque si elle l'est par le gaz naturel, l'énergie d'appoint fossile sera moins chère que l'énergie, en coût global, sera moins chère que l'énergie issue du granulé. Et dans les zones non desservies par le gaz naturel, il se trouve que le fioul et le propane peuvent conduire à des coûts de chaleur d'appoint similaires à ce que l'on peut observer avec le granulé. Donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être autant aussi bien choisir du granulé, ça permet de passer à 100% énergie renouvelable. Et ça peut être aussi donc une autre situation à l'occasion d'extension d'un réseau de chaleur. Extension d'un réseau de chaleur, et donc plutôt que d'installer une chaudière plaquette, on peut installer une chaudière granulée dès lors que c'est ce qui est a priori le plus intéressant, ce qui nécessite d'être quand même validé. Et il y a un seul cas de granulé qui a été utilisé en base d'un réseau de chaleur qui a été recensé dans le cadre d'un écoquartier. Donc voilà pour la présentation. J'imagine qu'il doit y avoir quelques questions qui ont pu être posées dans le chat. Je vais te passer la main, redonner la main, Stéphane, parce qu'il y a une question technique. Je vais juste faire une remarque par rapport à une réflexion qu'il y a eu par rapport à une émission d'un simili-journaliste d'hier. Donc, je suis bien de l'avis de la personne qui a fait cette remarque, mais on ne va pas s'étendre dessus parce que ce n'est pas le sujet. Oui, donc il y a une question qui concerne le coût. Les coûts d'entretien courant d'une chaufferie granulée sont présentés comme équivalents avec ceux d'une chaufferie énergie fossile. L'exposé semble présenter cet élément comme une vérité indépendante de la puissance de la chaufferie. Pouvez-vous préciser comment ces coûts d'exploitation évoluent avec la taille de la chaufferie? Est-ce que tu peux répondre rapidement, Stéphane? Il nous reste 5 minutes. Oui. Alors, équivalent d'une chaufferie énergie fossile, oui, alors les coûts d'entretien courant, donc conduite entretien courant, c'est vrai qu'en règle générale, pour des combustibles solides, ces coûts d'exploitation sont plus importants que pour des combustibles liquides ou gazeux.
Il se trouve quand même que le granulé présente, c'est un combustible solide certes, mais il présente quand même des caractéristiques qui peuvent le faire se rapprocher aussi d'un combustible, alors non pas liquide, mais fluide, on va dire, avec quand même une granulométrie qui est homogène, petite granulométrie homogène, et donc fluide. Donc c'est plus facile, comment dire, le convoyage est plus facile, il y a moins de problématiques de pièces qui peuvent forcer que dans le cas des chaudières plaquettes. Alors après, le coût d'entretien est quand même plus important que pour des chaufferies énergie fossile. Maintenant, après, je ne sais pas exactement, je suis en train de relire également la question en même temps. Une vérité indépendante de la puissance de la chaufferie, j'avoue que là, je ne sais pas, je pense que l'exploitation, enfin, le coût d'exploitation varie quand même. Il y a un effet d'échelle qui est observé. Maintenant, c'est possible qu'effectivement la pente de la courbe ne soit pas forcément très élevée, dans la mesure où enfin, si on ne dépasse pas une certaine puissance, parce que là c'est pareil aussi, si on dépasse une certaine puissance, on va retrouver des coûts, des contraintes d'exploitation qui sont liées à la puissance de l'installation. Et pour les petites chaudières, le coût d'exploitation peut varier, mais probablement pas effectivement de manière très importante avec la puissance de la chaufferie quand même. Ok. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée de Monsieur Delgoulet. Quid de la briquette copeaux de bois? Alors là, pour moi, je connais pas. Donc je ne sais pas si toi, Stéphane, tu connais, ou si Monsieur Delgoulet veut prendre la parole pour préciser, mais je ne connais pas ce combustible. Moi, ça m'évoque toujours la briquette, enfin comment dire, les copeaux de bois compressés, et donc dont on forme des briquettes, donc qui sont d'une taille quand même assez importante. Si c'est ça, ça s'apparente plutôt, en fin de compte, à des petites bûches, en fin de compte. Et donc dans des chaufferies à alimentation automatique, c'est pas jouable. On peut pas imaginer avoir ce genre de combustible dans des chaufferies à alimentation automatique. Oui, c'est la briquette classique Oui, quand on parle dans le domestique pour remplacer des bûches, oui. oui, Qui je est pense. effectivement du granulé, mais version taille bûche, oui. Ouais, donc ça, c'est vraiment de la bûche, oui. Ouais, ok, d'accord, j'avais pas fait le lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a plus que 2 minutes, si on veut vraiment rester dans les clous. Il y avait une question au tout début qui était. Alors, j'ai répondu en renvoyant, mais tu peux, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, tu peux répondre parce que j'ai renvoyé sur l'étude en elle-même parce que ça me paraissait précis comme question. Pouvez-vous communiquer des chiffres permettant d'apprécier le manque de compétitivité du pellet versus gaz? Alors, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose en 1 minute, 2 minutes. Ce qui fait la différence, en fait, ce qui permet de l'expliquer, c'est que le delta entre le coût du combustible granulé et gaz n'est pas suffisamment important pour compenser le surcoût d'investissement. On peut le voir, enfin, ça peut être plus facile à voir sur la plaquette. Là, le delta entre le combustible plaquette et le gaz naturel est plus important que le delta entre le granulé et le gaz naturel. Par contre, le coût d'investissement étant plus conséquent pour la plaquette que pour le granulé, on a aussi la même problématique. Par contre, au-delà d'une certaine puissance, ça devient intéressant d'avoir ce différentiel de combustible et qui couvre largement le différentiel de coût d'investissement. Donc en fait, c'est lié à ça, c'est lié à cet écart entre le coût de combustible granulé et le coût du combustible gaz naturel qui n'est pas suffisant pour couvrir et amortir en fin de compte les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires, du moins en deçà d'une certaine puissance. Ok. Bon, je vous invite quand même j'ai mis le lien de l'étude sur le site ADEME. Vous avez des exemples qui ont été repris en partie, mais de manière beaucoup plus détaillée dans l'étude. Je vous invite à en prendre connaissance et puis de revenir directement vers Stéphane Cousin, dont vous avez le mail sur le dernier slide, ou vers moi, comme vous le souhaitez. Et puis, on tâchera de vous répondre par rapport à ce questionnement. Voilà, je crois qu'on est pile dans les clous. Il y a un nouveau message. Alors, on va voir si c'est long, mais ok, c'est impeccable. Merci à vous. Je pense effectivement que l'heure est arrivée. Voilà. Merci à vous. Je vous dis au revoir. Et puis, je te laisse dire au revoir aussi. Eh bien, merci à tout le monde. Et puis, merci aux organisateurs de nous avoir permis de faire cette présentation sur les granulés et plaquettes de bois, quelle complémentarité dans le résidentiel, collectif et le tertiaire. Merci et à une prochaine.
Au revoir. Au revoir.